Bonjour à tous. Je suis ravi d'être de nouveau sollicité par l'équipe carrière, le pôle carrière de Neoma Alumni. C'est à chaque fois un plaisir pour moi. Je vois que certaines têtes, certains noms sont fidèles et viennent aux différents webinaires que je peux faire et je vous en remercie. On va passer 1 heure ensemble pour discuter d'un sujet qui est majeur, qui est celui des entretiens de recrutement. Entretien de recrutement avec un chasseur de tête, avec la personne des ressources humaines dans l'entreprise, un opérationnel, son futur DG parfois, sa future présidente dans une société. Mon engagement est vraiment de donner des conseils et des retours d'expérience afin de vous aiguiller sur cette étape ô combien importante où la rencontre doit se faire et qui doit non seulement faire que vous êtes la bonne personne qu'on va sélectionner, mais que vous ayez les clés pour savoir s'il faut y aller, s'il faut dire oui à la promesse d'embauche après parce que vous avez déterminé si c'est le bon environnement pour vous. Ce que je vous propose, c'est que nous sommes nombreux, donc nous allons utiliser le chat pour échanger et ça va aider à comprendre en fait au mieux vos interrogations que vous avez dessus. Alors, peut-être on va commencer par cet élément-là qui, je crois, est tout simplement consiste à me présenter, si je me rappelle bien. Voilà, exactement. Alors, donc, en commun, nous avons, je suis diplômé de Neoma, campus de Reims, en 2002. Vous dire, peut-être pour me présenter sur la forme de l'entretien. Aujourd'hui, je travaille à l'espace dirigeant et les entretiens que j'ai passés pour rejoindre l'espace dirigeant sont assez finalement symboliques de la difficulté qu'est l'entretien. Voilà, pour la petite histoire, donc c'est un cabinet d'executive outplacement. J'ai été 2 fois dans mon parcours outplacé et j'avais 2 difficultés. Les deux, jamais j'avais choisi l'espace dirigeant. Donc je partais peut-être avec une difficulté par rapport à un cabinet que je n'avais pas choisi. La deuxième difficulté, c'est que je ciblais ce cabinet-là, qui fait partie des 5 meilleurs cabinets d'outplacement en France. Et donc, c'était assez ambitieux de ma part pour essayer de décrocher en fait une place dans une équipe réduite de consultants, de coachs certifiés parmi eux. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est finalement c'est d'avoir de l'audace et de me préparer en fait à cet entretien dessus. Me suis préparé de la manière suivante, qui a été vraiment de réfléchir à qu'est-ce que je peux apporter finalement à ce collectif, en quoi je vais être complémentaire à ce collectif, qu'est-ce que j'ai différent d'eux. Donc là, j'ai réfléchi en fait sur les questions que j'allais non seulement sûrement avoir, comment y répondre, mais aussi montrer en fait des marques d'apport, d'être concret, d'avoir une histoire déjà. Pourquoi ce métier-là? Bon, il se trouve que le métier, il est assez clair. Moi, j'ai connu comme directeur opérationnel dans mes postes comme directeur marketing, comme directeur des ventes, j'ai dû mener 2 plans de sauvegarde de l'emploi, 2 licenciements économiques, 2 charrettes, on l'appelle comme on veut. Et finalement, ça a été vraiment un moment de vérité. Donc ça m'a permis en fait de comprendre les difficultés qu'on peut avoir dans une carrière qui est pas linéaire, comment accompagner cette période-là, et puis d'avoir été 2 fois outplacé. C'est un mot un peu surprenant, mais ça veut dire que l'expérience accompagnée, je la connais. Je la connais bien, je l'ai connue dans 2 systèmes et elle m'a permis à chaque fois de rebondir et de connaître l'importance de constituer en fait des réseaux, une démarche réseau. Et ça aussi, c'était l'un de mes apports, finalement, d'apporter mon écosystème, mes réseaux, en fait, au cabinet, l'espace dirigeant. Euh, Lorsque j'ai eu le premier entretien, le premier bon feeling, ensuite, il fallait préparer la suite. Et on est dans un système d'entretien un peu spécial, mais où, en fait, il s'agit de faire l'unanimité auprès des 7 collègues. Et chacun des 7 va vouloir aller à la rencontre du coach que je suis et ce qui se doit travailler avec moi. Et donc les enjeux devenaient un peu différents au fur et à mesure des entretiens, étaient moins sur mes compétences, mais plus sur la dimension relationnelle. Et finalement,
voilà, je me présente de cette manière-là parce que ça aborde beaucoup d'éléments de l'entretien qui sont à la fois vendre, rassurer sur ses compétences, mais aussi montrer par la qualité de son questionnement, euh, ainsi que sur la capacité où les gens vont se projeter à voir est-ce qu'ils vont avoir plaisir à travailler avec vous. On touche beaucoup d'éléments en fait finalement de la conduite de l'entretien que je vous propose de découvrir ensemble. Cette présentation étant faite, en fait, je vais vous, euh, les objectifs de l'entretien, ça va être bien sûr de faire un partage de méthodologie sur comment réussir ces entretiens. On va parler posture, on va parler do and don'ts. Donc ça, jusque-là, il n'y a pas pas de surprise dessus. Peut-être ce que je vous propose pour commencer l'entretien, c'est d'utiliser le chat et peut-être de répondre à cette question. Euh, pour que je puisse bien comprendre en fait et pouvoir répondre ensuite à vos questions, ce que je vous propose, c'est lorsque vous répondez à cette question, peut-être vous présenter en deux mots quel est votre métier, par exemple, ou ce que vous cherchez si vous êtes en transition professionnelle, et puis ensuite de répondre à cette question simple, sur quoi se crée la différence en entretien d'après vous. Alors, de mon côté, dans le chat, je vois pas encore de réponse. Merci Myrna. Ok. Donc, on est sur la notion de connexion. Très bien. Vous insistez beaucoup sur l'élément différenciant qui est le savoir-être. J'imagine que vous opposez Sébastien au savoir-faire. Ok. Donc, Henri, vous précisez de votre côté qu'il y a les compétences, mais après, il y a les éléments qui font la différence. Donc, la connivence. Très bien. Corinne, c'est super intéressant ce que vous évoquez sur la compréhension des enjeux. Donc ça, on va y revenir. C'est vraiment super important en fait et ça va demander un travail préparatoire très minutieux à mener. Ok, donc là ça va un peu vite pour moi, mais pas de souci, c'est riche. Donc l'intérêt pour l'entreprise, donc ça c'est pareil, il va y avoir un travail de préparation, mais il faut qu'il soit sincère en fait. Donc on arrive à comprendre qu'est-ce qui vous intéresse dans l'entreprise, au-delà de ces projets, peut-être des éléments de culture ou de manière de faire. Très bien. Cyril, vous évoquez en fait l'envie mutuelle de travailler ensemble, donc avec, si je comprends bien, une, un fit de valeurs, c'est ça? S'assurer que les valeurs de l'entreprise et celles qui sont pratiquées sont conciliables avec les vôtres et les choses qui sont certainement non négociables de votre côté? Ok, Guillemette, bah, chère consoeur, bienvenue. Donc les soft skills, la posture, très bien. Donc parmi les soft skills, vous pensez à des soft skills particulières, Guillemette? La posture va être effectivement extrêmement importante à toutes les étapes d'entretien. On va voir qu'elle sera pas la même fonction de où on en est dans le process. Ok, ok. Posture de dirigeant. Très bien. Bon, bah écoutez, ça fait déjà pas mal d'éléments. Je vous remercie pour ces éléments-là. Merci Guillemette. Donc, intelligence collective, service client, communication positive. OK, par exemple. Pourquoi pas? Peut-être une autre question de la même manière. Quelle est la question que vous avez eue, qui vous a embarrassé en entretien, ou celle que vous redoutez d'avoir, en entretien, où vous serez vraiment bien embêté de l'avoir? Ça va nous aider ensuite quand on va parler des questions difficiles. Donc, pareil, je veux bien que vous utilisiez le chat. Ah, je peux pas croire que vous avez jamais eu de questions difficiles, hein. D'accord. La pause. OK. L'échec. Bon, la question des trois défauts, hein, franchement, c'est un recruteur qui est quand même assez daté, mais elle doit arriver. En tout cas, ou si elle arrive pas sur cette forme-là, elle arrive sous une autre forme, il faut y être préparé, effectivement. D'accord. Donc, pourquoi avoir quitté une entreprise? Qu'est-ce qui s'est passé depuis?
Euh, ok, des questions sur le style managérial. Bon, bah, vous en avez plein des questions. On va essayer de les aborder au fur et à mesure. Et je vois aussi des notions de projection, de plan de carrière qui reviennent plusieurs fois. Ok, très bien. Bon, bah, écoutez, et donc les changements aussi, peut-être reprise d'activité après période longue. Vous osez, Frédéric, mettre quelque chose que je pense qui doit être partagé, une forme d'agisme, voilà, ce que Cyril confirme, donc c'est un élément important. Donc je ne sais pas par quelle question ça se caractérise en entretien, mais j'imagine que c'est du vécu particulièrement désagréable. Ok, très bien. On va essayer d'aborder tous ces éléments ensemble. Merci pour ce que vous avez déjà partagé. Donc, on se propose d'aborder ces thèmes-là. Donc, comment exprimer sa singularité. On va voir à quel point c'est important. Se démarquer par la pertinence de ces questions. Donc ça, c'est vraiment un élément qui contribuera à l'impression générale que vous faites. Euh, les questions qu'on redoute, particulièrement celles que vous venez de citer, c'est aussi l'occasion, si vous les gérez bien, d'en faire des opportunités de se démarquer et de marquer des points par rapport aux concurrents. Et puis, on va parler aussi de l'après-entretien. Alors, peut-être juste pour clarifier ce premier élément. Euh, Dans le process de recrutement classique, vous allez, soit il y a un chasseur ou pas, ça dépend, et puis vous allez rencontrer différentes personnes. Ce qui va être attendu de vous va être très très différent en fonction de où vous vous situez dans l'entretien. Au départ, on va être beaucoup sur tout ce qui va être compétences, donc hard skills notamment. Est-ce que vous êtes là juste pour voir, vous rassurer sur votre valeur sur le marché, ou est-ce qu'il y a une vraie réflexion nourrie de quitter son entreprise actuelle? Plus on va aller sur des opérationnels, évidemment, plus ça va être sur les gens vont se projeter, comme je l'évoquais en présentant, sur est-ce qu'il y a une vraie envie de travailler avec vous. Ça va être absolument essentiel. On va questionner des éléments de cette personne-là concrètement. Est-ce que j'aurai le plaisir d'être son N plus 1? Cette personne-là, comment elle va s'intégrer dans mon codir? Est-ce qu'elle aura du plaisir à travailler avec les autres ou pas? Est-ce qu'elle est complémentaire? Donc, on va être beaucoup plus sur ces éléments-là. Et ça va guider en fait vos questions. Ça va guider aussi la manière de répondre aux questions que vous allez avoir et aux messages que vous voulez faire passer dans l'entretien. Deuxième chose que je voulais évoquer avant de partager des astuces, c'est que les critères de sélection eux-mêmes, vous voyez, là ce sont différents poids basés sur l'expérience. Dessus, ça va pas être la même chose en fait que l'on va gérer. N'oubliez pas quand même que la personne la plus importante, à la fois dans le process de décision et pour vous, c'est le N plus 1. Le nombre de personnes que j'accompagne où la greffe a du mal à prendre parce que il y a peu de connivence avec le N plus 1, ou le nombre de personnes que j'accompagne qui ont quitté leur entreprise parce que le management du N plus 1 est défaillant, extrêmement important. Donc là, il faut pas oublier que le N plus 1, au-delà de voir si on a envie de travailler avec lui, quel est son mode de prise de décision, quel est son mode de management, etc., c'est lui qu'il faut convaincre. Il faut vraiment convaincre, en fait, être sûr que on puisse l'aider à atteindre ses propres objectifs. Lui-même a un N plus 1 en général. Donc ça, c'est vraiment très, très important à garder. Ces éléments étant dit, ce que je vous propose maintenant, c'est de partager sur tous les accompagnements individuels et collectifs que j'ai pu faire, six éléments qui me paraissent des clés de lecture pour chacun. Alors, le, n'hésitez pas à rebondir dans le chat, hein, d'ailleurs, dessus, hein. Donc, le premier, ça va de soi, mais s'il n'y a pas de projet clair, ça va être très difficile, en fait, de réussir son entretien. La personne en face va s'en rendre compte, d'une part, que le projet est pas mûr. Euh, Ça va lui demander davantage d'efforts à rentrer dans votre projet, à comprendre les choses dessus. Donc ça, c'est important. Je peux prendre un exemple d'un directeur financier que j'ai accompagné. Euh,
lorsque je l'ai rencontré, en gros, son discours, c'était de dire, moi, je suis directeur financier. Un directeur financier, en vrai, ça peut travailler dans tous les secteurs. Les logiques de cash, de contrôle de gestion, c'est un peu les mêmes. Et en fait, il avait du mal à comprendre pourquoi les chasseurs de tête, souvent, on lui disaient, vous avez un beau profil, je reviendrai vers vous si des opportunités se présentent. Mais on avait beaucoup, beaucoup de mal, en fait, à comprendre, OK, mais quel secteur le ferait vibrer cette personne-là? C'est un DAF qui a envie de relever les challenges ou contribuer à quel point de différenciation d'une entreprise dans un secteur donné. Donc, vous pouvez avoir plusieurs secteurs de prédilection, mais ça va être important en fait de mentionner dessus. Ça peut être des secteurs, ça peut être le type de problématique que vous avez envie de relever, ça peut être évidemment du type d'actionnariat. Est-ce que vous aimez particulièrement travailler dans un contexte d'LBO, par exemple? Est-ce que vous aimez au contraire travailler dans une entreprise familiale parce que, si je reprends mon exemple de DAF, vous aimez avoir un temps long plutôt que d'être sur la pression finalement du, des dividendes trimestriels que vous allez servir aux actionnaires de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment très très important de travailler son projet, de penser problématique, de penser environnement, culture notamment qui vous seront particulièrement dans lequel vous serez à l'aise et épanoui. Est-ce que ça amène des questions de votre part? N'hésitez pas dans le chat sur cette partie d'offre de service. Vous offrez quoi à qui? Donc le quoi, c'est votre proposition de valeur. Le qui, c'est vraiment les cibles dans les secteurs, les types d'entreprises ou d'organismes ou de fonds dans lesquels vous aimeriez travailler. Non, mais genre, je continue. Deuxième euh, clé de réussite, à mon sens, ça va vraiment être autour du pitch. Le pitch, donc vous savez, typiquement, entretien d'embauche, c'est je vous laisse vous présenter ou présentez-vous. Donc ça va être cette question classique, attendue, ouverte. Donc là, on est sur un exercice imposé. Si je prends le parallèle d'une compétition de patinage artistique, on est sur, non pas le programme libre, on est sur le programme imposé. C'est-à-dire qu'on attend concrètement de vous, sur un exercice qui est plutôt en général attendu sur un format 3 minutes, que vous sachiez faciliter la vie du recruteur en face en étant capable de raconter qu'est-ce qui vous différencie, ce qui vous différencie, pardon, quelles sont vos compétences phares? Pourquoi, pourquoi elles sont transposables demain par rapport à l'objet de la rencontre, hein? Donc, soit il y a une entreprise donnée, soit on ne sait pas encore quelle est l'entreprise derrière, mais on a une idée du projet et vraiment d'avoir la part belle du projet, en fait. Qu'est-ce qu'il caractérise dessus? Là, je peux prendre un exemple d'une personne que j'ai accompagnée qui voulait changer de carrière. Voilà, qui voulait changer, qui avait fait une première carrière comme directrice des achats et qui avait envie de faire une autre carrière maintenant, qui est pas forcément inconciliable, mais qui était comme dans le développement durable. La difficulté, c'est que dans son pitch était extrêmement tourné sur le passé, ce qu'elle avait démontré, ce qu'elle savait créer comme valeur. Ses compétences phares étaient liées et illustrées par des éléments du passé. En soi, c'est pas forcément une erreur. La difficulté, c'est que d'entrée, ça donne une grande difficulté à se projeter sur cette personne-là dans son nouvel univers, celui du développement durable. D'où vient le déclic vers le développement durable? Qu'est-ce qu'elle compte apporter à ce monde-là? Qu'est-ce qu'elle emmène de son ancien monde vers ce nouveau monde en termes de compétences dessus? Donc ça va être des éléments extrêmement importants à emmener dessus.
Ça va mettre aussi des éléments d'histoire, en fait, aussi, dessus, d'aspérité. Si elle postule pour un poste de responsable de développement durable, et que c'est un process qui est ouvert, le chasseur de tête va rencontrer beaucoup de gens qui vont avoir les mêmes qualités. Donc, l'histoire elle-même, le déclic, ce qui vous différencie vont être des éléments pour marquer les esprits d'entrée. Ça va donner aussi cette notion de pitch, un confort d'écoute et un confort de questionnement au recruteur, qui va peut-être revenir ensuite sur certains éléments. Ah, dans le pitch, vous me racontez comment, en fait, l'essor de la fast fashion avec Shein a été un déclencheur pour vous. Euh, et peut-être vous refaire parler dessus, parce que concrètement, vous étiez directrice des achats. Vous-même, vous contribuez peut-être à faire des collections et plein de collections par an. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dessus? Soit ça va être ça, soit ça va être vous-même qui, à un moment donné, pour répondre aux questions que va vous poser le recruteur, va rebondir sur des éléments que vous avez teasés dans le pitch. Donc ça, c'est vraiment important, cette notion de pitch. Euh, Est-ce que dans le chat, vous pouvez partager peut-être euh, ce qui, ce qui vraiment singularise votre pitch et que vous avez l'impression qu'il fonctionne bien dans les entretiens que vous fonctionnez? Je pense que ce sera intéressant pour chaque personne dans le groupe. Ok, la structure, l'humour. Je pense que l'humour, l'humour est subjectif, mais effectivement, c'est une manière de y aller. Ça va permettre de casser la glace. Est-ce qu'on peut mettre des éléments très personnels pour se démarquer? Oui, vous pouvez, mais c'est intéressant si vous faites un parallèle, en fait. Euh, par exemple, une personne que j'accompagne fait de la plongée sous-marine. La plongée sous-marine, ça lui permet, elle, de raconter à quel point, en fait, le collectif est important et la préparation, en fait. Elle fait des négos à fort enjeu et elle fait le parallèle entre la plongée sous-marine où on peut pas se parler sous l'eau. Donc, il y a toute cette préparation collective, ce langage des signes, etc. Elle fait le parallèle avec la manière dont elle conduit en fait des négociations difficiles. Donc là, ça peut être intéressant à faire. Très bien, les valeurs fondamentales, ça peut être un élément intéressant. Donc très bien, on parle de relations probantes. Gérald, c'est un thème sur lequel on va aller maintenant. Très bien. Donc la cohérence, je pense que ça, c'est un élément absolument essentiel de votre pitch et ensuite la suite. Alors, donc la troisième clé de lecture, on va être sur le storytelling. Donc sa singularité. Prenons un exemple. Il y a un poste ouvert pour être directeur marketing. Euh, et il y a de grandes chances, en fait, que pour un poste de directeur marketing, les personnes vous racontent qu'elles ont fait à la fois du marketing stratégique, du marketing opérationnel, qu'évidemment, avec les années, elles ont appris à se digitaliser. Euh, bon, ça, si vous restez sur ce niveau en fait d'histoire, de réalisation, vous risquez d'avoir du mal à vous démarquer des autres, parce que finalement, ça va être un récit qui va être assez attendu du recruteur. Donc là, l'idée, c'est vraiment de travailler euh, un- une liste de réalisations qui vont démontrer vos compétences et faire en sorte que ces réalisations, elles rassurent sur les compétences attendues, celles que je viens d'expliquer dans le cas du directeur de la directrice marketing, mais aussi qu'elle aille au-delà. Et là, on va rebondir sur les soft skills qu'évoquait Guillemette. Des soft skills, ça peut être aussi des choses qui sont pas attendues, que vous avez ou qui sont plus spécifiques. Donc, si je reviens au directeur marketing, est-ce que le directeur marketing, il a abordé, par exemple, des sujets de RSE? Est-ce que le directeur marketing, il sait travailler sur des éléments de due diligence, par exemple, pour être vraiment le sparring partner dessus? Ça peut être des événements d'univers, etc. Mais ça va être très, très important, en fait, de soigner le storytelling dessus.
Quand vous allez faire le storytelling de vos expériences majeures, ce qui va être important, ça va être de faire comprendre à votre interlocuteur dans un temps relativement court en quoi, c'est une prouesse? En quoi c'était difficile d'atteindre ce résultat-là? Qu'est-ce qui était vraiment, qu'est-ce qui était c'est où le sel, en fait, de l'expérience? Qu'est-ce qui fait que, bah, vous me choisissez de me raconter cette fierté-là? Ça, c'est le premier élément. Pourquoi? Parce que ça va encore plus mettre en lumière les compétences que vous avez démontrées pour gravir la montagne que vous êtes en train de raconter et la manière dont ça va le faire, au-delà de capter l'écoute et de garder l'écoute de la personne, on va se dire, mais en fait, cette personne-là, demain, elle saura faire ça dans mon entreprise. Donc ça, c'est vraiment important. Si jamais la personne ne fait pas le lien avec demain, la personne saura faire ça dans mon entreprise, c'est important que vous, dans votre récit court de chacune des expériences, pour répondre aux questions, vous arriviez à faire le lien pour la personne. En fait, ce que je retiens de cette expérience-là, ou ce que ça m'a appris, ce que je mets systématiquement en place depuis, ce que demain, je serai capable de mettre aussi chez vous, c'est ça. Donc là, ça va vraiment transformer en fait en apprentissage dessus. Et la personne en face va se dire, mais en plus, la personne fait vraiment l'effort de de se projeter dans mon environnement. Lorsque vous êtes sur la singularité pour que la personne se projette, faire attention en fait au rythme, à la vitesse à laquelle vous racontez vos récits, vous répondez aux questions. C'est important dans le confort pour les personnes en face de marquer des silences, de laisser la personne en fait enregistrer ce que vous veniez de lui dire comme compétence, comme résultat que ça a démontré. Donc ça peut être particulièrement important. Ça va l'être encore plus lorsque vous pensez que vous êtes l'outsider pour un poste. C'est-à-dire que vous n'êtes pas le clone qui répond à toutes les problématiques. Le storytelling, la manière dont vous vous projetez sur les compétences que vous pouvez amener, va être essentiel dessus pour pouvoir faire, pour pouvoir en fait combler quelque chose que vous n'avez pas à 100% et pour créer la différence dessus. Si ça amène des questions, n'hésitez pas de la même manière sur la singularité dessus. Les mots vont être importants, hein, évidemment, hein, donc tous les connecteurs, ce qui me différencie, euh, hmm, tout ça vont être des manières en fait pour donner du rythme et pour aider l'autre à ce qu'il retienne en fait pourquoi vous et pourquoi pas un ou une autre. Je passe à la quatrième clé de lecture que je vous conseille, donc euh, qui va être de se démarquer par la pertinence des questions que vous allez poser. Ben oui, parce que dans un entretien, il n'y a pas que le recruteur ou le N plus 1 qui va en fait poser des questions. C'est super important que vous aussi, vous puissiez poser des questions. Donc ça va vous demander en fait de la synthèse dans la manière de pitcher, dans la manière de répondre aux questions, pour être sûr que dans la conduite de l'entretien, vous ayez le temps de poser des questions. Ces questions vont être importantes pour plusieurs raisons. Elles vont être importantes pour démontrer en fait votre intérêt, pour démontrer en fait le travail que vous avez mené de recherche, pour démontrer votre projection aussi. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, les réponses que vous allez avoir vont être essentielles. Les réponses vont être essentielles pour savoir si ce projet-là, faut y aller ou pas. Comment se situe cette opportunité professionnelle par rapport aux autres opportunités que vous avez, aux autres process que vous avez? Est-ce qu'il faut accélérer? Est-ce qu'il faut au contraire temporiser parce que c'est pas, voilà, c'est pas le job de votre vie? Donc ça va être particulièrement important dessus. Spontanément, vous pensez à quel type de questions à poser dans un entretien? Prenons l'exemple d'un entretien avec un DRH. Non, un chasseur de tête. Commençons par le chasseur de tête. Voilà, je veux bien quelques questions que vous pensez importantes avec un chasseur de tête, par exemple. Donc, vous avez l'entretien avec le chasseur. C'est un entretien en présentiel d'une heure. Qu'est-ce que vous poseriez comme question?
D'accord. Donc les priorités du poste, Isabelle. Ok. Donc c'est pas une question en tant que telle, mais j'imagine le contexte du recrutement super important. Donc la question du contexte de recrutement, dans quel contexte le recrutement s'opère-t-il? Donc là, ça va être extrêmement important de savoir si c'est un remplacement, si c'est une création. Euh, Si c'est un remplacement, qu'est-ce qui amène ce remplacement? Est-ce que la personne est déjà partie? Est-ce que la personne a pris un autre poste? Ça va vous donner des éléments très très précieux. Euh, euh, pour vous, très clairement. Donc, la culture de l'entreprise est important dessus. Donc, souvent, le chasseur de tête va pas pouvoir répondre aux questions les plus techniques. Par contre, il va pouvoir vous répondre sur le contexte du poste, sur ce qui fera la différence, sur est-ce qu'il a des conseils à vous donner pour réussir l'entretien suivant. Donc ça va être des éléments particulièrement importants. Le profil du N+1, il le connaît dessus. Donc ça va être des éléments des exemples de questions à bien poser. Lorsque vous posez vos questions, surtout, réfléchissez bien, questions en entonnoir. Privilégiez plutôt des questions ouvertes. Commencez par une question relativement simple. Ne posez pas une question dont la réponse est évidente avec une recherche sur Google ou une visite du site de l'entreprise, si l'entreprise est connue. Donc là, on a fait le chasseur de tête. Au-delà du chasseur de tête, maintenant, si on rencontre une personne des RH dans l'entreprise, donc vous avez passé l'étape d'après, vous rencontrez par exemple le ou la DRH, qu'est-ce que vous poseriez comme question? C'est un petit peu différent. Pas bien, culture d'entreprise, clairement, composition de l'équipe. Donc la culture d'entreprise, donc là ça peut être intéressant, hein, il y a des manières de la vibrer, hein, donc de la poser. Donc si c'est quelle est la culture d'entreprise, il risque de vous ramener sur la culture officielle du poster qu'il y a derrière ou du site de l'entreprise. Donc posez plus sur concrètement qu'est-ce que vous pouvez me dire de la culture de l'entreprise au quotidien dans les équipes, ou vous qu'est-ce qui vous fait un DRH, qu'est-ce qui vous fait vibrer au quotidien? Je vois que vous êtes dans l'entreprise depuis 3 ans, dans vos mots à vous. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? C'est quoi la culture de l'entreprise? Donc ça va être particulièrement intéressant. Ok, le contexte du recrutement, très bien. Les RSE, pourquoi pas? Le work-life balance, bah, ça dépend. C'est un élément de discussion. Si ça fait écho avec votre pitch du début, oui. Myrna, si ça tombe comme un cheveu sur la soupe, c'est un peu difficile à poser comme ça, en tout cas. Très bien. Les notions d'équipe sont intéressantes, les notions de- d'évolution à venir dessus. Très bien. Maintenant, si vous rencontrez le futur N+1, qu'est-ce que vous poseriez? Ouais, donc clairement des questions plus techniques, mais toujours des questions ouvertes, hein. Très bien, Evelina, sur les attentes, vous pouvez même les préciser. Voilà, je comprends qu'il y a une feuille de route, etc. Sur les 6 premiers mois, si vous deviez résumer à 2 objectifs prioritaires à atteindre, ce serait quoi, etc. Ça va vraiment vous aider à vous projeter, en fait. Parce que souvent, il peut y avoir des listes à l'après-vert. C'est quoi qui fera la différence dessus? Donc, très bien. Alors, le mode de fonctionnement, oui, ça, je vous conseille de le faire. Absolument essentiel. Euh, Donc, quel type de manager êtes-vous? Quel est votre mode de fonctionnement préféré? Donc ça peut le faire. Vous pouvez aussi poser des questions sur comment se passera mon intégration. Très bien. Priorité, clairement, donc au-delà des objectifs des courts termes, je suis d'accord. Euh, et maintenant, si vous rencontrez des pairs, donc mettons que vous postulez pour un poste de directeur des opérations, vous faites partie du comité de direction, et là, dans le process de recrutement, il faut rencontrer la directrice commerciale, par exemple. Qu'est-ce que vous poseriez comme question? D'accord. Ok. Qu'est-ce que je peux vous apporter? Excellente question.
s'intéresser aussi à la personne, ça a été dit, donc via la journée type, etc. C'est une manière de s'intéresser en fait au quotidien. Très bien, vos enjeux, le type de collaboration attendue. Donc ça, c'est très chouette. Donc pareil, l'idée, vous avez vu, hein, ce que j'essaie de faire passer comme message, c'est l'importance de la préparation, l'importance de la personnalisation des questions en fonction de son interlocuteur, de l'étape où on en est dans l'entretien, et, euh, et l'importance aussi de que les questions soient à la fois qu'elles permettent à la personne de se dire ouais, la personne a un vrai intérêt chez nous, je la vois, je me vois bien travailler avec elle en fait, et qu'elle soit pas trop générale sur des éléments qu'on peut trouver par sa recherche en fait en préparant l'entretien. Super. Chouette, merci. Alors, on va passer à la cinquième lecture. Pardon, il y en a six, donc on passe à la cinquième. Voilà, à force de dire le chat, j'en oublie le fil. Alors, les questions difficiles. Vous avez cité pas mal de questions difficiles tout à l'heure sur qu'est-ce qu'elles peuvent. C'est des moments en fait de se démarquer. Déjà, ça c'est la première chose. Le, le conseil principal que j'ai à vous donner, c'est euh, de bien comprendre quelle est la question. Euh, et si c'est pas clair sur ce qu'est la question, rien ne vous empêche de poser une question de clarification. Euh, est-ce que je suis pas sûr de comprendre ce qu'il y a derrière votre question? Est-ce que vous pouvez préciser? Euh, ça vous permet déjà de pas répondre du tac au tac. Ça permet de s'organiser un petit peu sur ce qu'on va répondre déjà. Et puis ça permet surtout de s'assurer qu'on a bien compris la question, parce que parfois, si elle nous déstabilise la question, on risque de répondre à côté et de montrer son talon d'Achille, par exemple, ou sa fébrilité sur quelque chose. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, ça va être de ne jamais être trahi par son body language. Si je vous pose une question difficile et que je me replie derrière comme ça, j'exagère évidemment, bon, quelle que soit la réponse que vous allez faire et sa qualité, on voit que c'est un petit peu touché. Je vous ai déstabilisé, même si c'était pas forcément mon intention au départ. Donc le body language va être particulièrement important. Là, je vous conseille de vous entraîner notamment d'utiliser la visio, parce que la visio a l'avantage de vous voir, de se voir. Et donc, ça, c'est un premier conseil. Autre, ça va être de s'entraîner aux questions difficiles que vous pouvez avoir. Alors, il y a celles que vous avez citées tout à l'heure, qui sont liées aux entretiens que vous avez faits ou à des pairs qui ont été dans des entretiens qui ont eu cette question-là. Vous dites, oh là, si j'avais eu cette question-là, j'aurais pas été bien. Autre manière de s'entraîner aux questions difficiles, vous pouvez utiliser, si vous savez prompter, hein, vous pouvez utiliser l'IA, alors pas comme alpha et oméga, mais comme un élément. Voilà, je prépare un entretien pour tel poste, je rencontrais une personne qui a tel profil, la job offer. Je dois me préparer aux questions difficiles, quelles peuvent-elles être? Donc, si ça, c'est une manière de vous aider, ça peut fonctionner. Alors, je vais prendre quelques questions, euh, on va dire, qui peuvent être peut-être un peu difficiles, pour voir ce que vous répondiez, ce que vous répondrez. Alors, par exemple, euh, euh, je vois que vous avez quitté votre dernier poste en octobre 2024. On est en mai 2025. Comment ça se fait que vous trouvez pas? Comment vous aborderiez ça? Ok, Guillaume, ça prend du temps, mais encore. Ok, contexte économique, très bien. Je pense qu'il faut essayer de comprendre c'est ce qu'il y a derrière la question. Ce qu'il y a derrière la question, c'est la personne cherche à comprendre en fait. Être rassuré sur le fait que vous êtes en recherche active, que ça cache pas autre chose. Donc, il sera important de dire, par exemple, écoutez, en fait,
Je veux m'assurer de prendre le bon projet, le bon défi. Comme je vous l'ai expliqué en début d'entretien, ce que je cherche, c'est vraiment répondre à ce type de problématique. Donc, moi, il faut que j'ai le bon environnement, etc. Donc ça peut être un premier élément. Et puis, vous savez, je suis particulièrement active ou actif dans ma recherche, hein. J'en profite pour faire une démarche réseau. Je me suis formé à tel univers, etc. Donc, souvent, ça va être vraiment la question derrière, c'est, euh, montrez que vous êtes actif ou actif dans la recherche et montrez que vous cherchez pas un job, vous cherchez le bon job par rapport à votre trajectoire de carrière et surtout vous ramenez, hein. Et c'est donc pour ça aujourd'hui qu'on se rend compte, parce que j'ai la certitude en fait que ce poste-là auquel je viens de concourir chez vous et pourquoi on se rend compte, il correspond parce qu'il y a tel élément qui sont présents et qui correspond exactement en fait à mon cahier des charges. Après, vous pouvez utiliser, comme c'était proposé par plusieurs d'entre vous, hein, l'humour, rappeler que le marché, quand même, écoutez, octobre, novembre, voilà, je suis cadre dirigeant. Je pense qu'on est dans non, je pense que je dois pas être la seule personne que vous rencontrez qui met plusieurs mois à trouver le bon projet. Vous pouvez, mais le cœur de la question, ça va être beaucoup plus en fait d'être sur rappeler votre projet dessus, ne pas être désamorcé. Pas être désamorcé, on a vu body language, on voit aussi la concision de la réponse va être très important. Sinon, vous risquez de bafouiller. Et surtout, vous vous concentrez à la question qui a été posée et pas autre chose. Alors, tout à l'heure, ça a été mis dans le questionnaire. Si on avait une question du style, quel est votre, est-ce que vous pouvez me citer un échec que vous avez connu? Qu'est-ce que vous répondriez à ça? Très bien. Donc, je lis pour tout le monde, hein. Yann, je cite un échec que j'ai connu tôt dans ma carrière et qui a modifié ma façon de travailler. Ok, intéressant. Ah bien, donc Corinne, on peut être sur quelque chose qui est vrai, hein, un peu plus philosophique et en fait la fameuse phrase qu'on attribue à Mandela, en fait, hein, j'échoue jamais, j'apprends. Ok, très bien. Je pense que là, ce qui est important, en fait, c'est ce que la personne cherche, c'est pas tant de connaître votre échec que de voir comment, effectivement, vous avez de l'humilité, quelqu'un qui a jamais connu l'échec. Bon, l'un de vous parlait de red flag un peu plus haut. Je pense que c'est quand même un manque d'humilité, donc il faut en avoir un. Et ce qui va être intéressant en le racontant, ça va être ce que vous avez appris. Comment vous l'avez surmonté, et ce que ça vous apprend depuis, quoi, et comment vous y travaillez. Euh, donc, s'il est plus ancien, comme le suggère Yann, effectivement, c'est rusé de votre part. Attention, le recruteur aussi est rusé, donc il peut vous dire, OK, très bien, mais ça, c'était dans le début de votre carrière. Là, dans les dernières années, qu'est-ce que vous auriez? Donc ça peut être une manière de répondre dessus, d'être vraiment tourné sur ce que j'en apprends. J'y travaille d'ailleurs et je vais continuer à travailler dessus. OK? Euh, Très bien. Voilà quelques exemples de questions. Vous l'avez. Et quelle que soit votre réponse à une question que vous jugez difficile, pensez, au-delà d'être concis, à ce que vous en avez appris, à ramener à votre offre de service. Donc, euh, essayez toujours de revenir sur demain dans votre entreprise, si nous collaborons ensemble, euh, etc., etc. Ça va être très important parce que sinon vous risquez d'être sans cesse un peu sur une forme défensive en fait et à subir des questions difficiles. Et ça va être important d'en sortir tout en ayant répondu évidemment. Dernière clé que je vous conseille, c'est réussir l'après-entretien. Ça paraît surprenant, hein, réussir l'après-entretien. Donc, est-ce que l'après-entretien peut compenser un entretien raté? Non, clairement. Euh, il ne s'agit pas de refaire le match, l'entretien. Si vous n'avez pas été bon pendant l'entretien, c'est pas après que ça va se faire. Euh, Par contre, il y a des marqueurs très importants. Un, ça va être la capacité à remercier la personne assez rapidement. Et au-delà d'un merci,
de pourquoi vous la remerciez. Donc ça peut être l'occasion, dans une structure assez concise, de montrer à nouveau que vous avez compris les grandes problématiques dessus, hein. Et deuxième chose, de confirmer votre motivation et votre envie de rencontrer l'étape d'après que vous aurez clarifié par des questions. Ce qui est important, c'est concision, précision sur ce que vous aimez, ce que vous avez compris, vos motivations dessus. Donc ça peut être un élément. Euh, Après, sur l'après-entretien, faire du chasseur de tête son complice, hein. Ne pas hésiter, lui il va parler au commanditaire, donc être capable de préparer un ressenti avec lui, faire de lui son complice pour préparer l'entretien d'après, pour avoir des informations sur où vous vous situez, est-ce que vous êtes dans la shortlist ou pas, est-ce que l'étape d'après a déjà été franchie par plusieurs candidats, quels sont ses conseils pour réussir, donc il y a plein de choses à faire, et si vous êtes dans le process lui-même, ça va être notamment de continuer votre démarche réseau, pour être capable d'avoir des informations sur les personnes que vous allez rencontrer après. Parce que le niveau relationnel, on l'a vu tout à l'heure avec le sablier, va être de plus en plus important. Et puis, vous faites partie des meilleurs candidats ou candidates. Donc, le niveau d'exigence, ça va se jouer sur des détails. D'où l'importance de la préparation. Donc, ça, c'est un élément. Donc, il faut préparer à nouveau ces questions dessus, être capable de répondre aux questions que vous anticipiez. Et puis, à la fin des fins, il faut être capable d'avoir suffisamment humé l'environnement, l'entreprise, la culture, la personne pour savoir si on nous fait une offre d'embauche, est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas. C'est quoi vos bonnes pratiques, vos beaux tuyaux que vous aimeriez partager avec les autres alumni sur l'après-entretien? Si vous pouvez utiliser le chat pour partager, s'il vous plaît. On profite, Corinne, pendant ce temps-là, hein, le N+1 qui entame sur parlez-moi de votre plus grand succès. Donc ça, c'est super. Donc ça revient à ce qu'on a vu sur être capable d'avoir dans son inventaire de réussite vraiment une qui est au-delà de tout. Si vous parle de ça, il acceptera si vous posez la question de cette manière-là, il acceptera que vous soyez un peu plus long sur le succès. Ce qui sera important, c'est qu'est-ce qui vous rend particulièrement fier et comment ce succès-là, demain, vous pourriez le reproduire dans l'entreprise. Ok, alors Aurélie, toujours un mail de remerciement le lendemain, personnalisé, très bien, donc ça revient à ce qu'on a envoyé. D'accord, d'une référence, ok. Référence, j'imagine, ça fait un peu comme si vous étiez un book, quelque chose dessus. Ok, très bien, on peut vous demander des références. Donc, si on vous les demande, c'est important aussi, ça, dans la préparation de l'entretien, on parlait du projet, on parlait du pitch, on parlait de son inventaire, préparer des références à donner va être important. Voilà. Ok. Donc, on est sur des éléments. Très bien. Je vous remercie. Euh, alors, ce que je vous propose, ça va être, si vous deviez, par rapport à notre échange, euh, prendre une ou deux actions ou un ou deux tips, soit que j'ai donné de mes retours des accompagnements des différents cadres supérieurs en transition, vous prenez ou du groupe, qu'est-ce que ce serait? Ok, bon, Violaine, je pense que préparation, vous êtes pas la seule, donc effectivement. La préparation va être d'autant plus importante parce que si c'est un poste qui vous plaît vraiment, euh, vous n'avez pas deux prises, quoi, hein. Il faut vraiment y aller, quoi. C'est plus le théâtre que le cinéma. On peut pas refaire la prise, quoi. On y va, hein. Donc, ok, le pitch, Anne, très bien. Donc, dans la notion de singularité est vraiment importante, hein. Imaginez comment ça peut-être être barbant pour quelqu'un dont c'est le métier d'entendre des pitchs vraiment convenus. S'il a choisi pour un poste donné de recevoir, je sais pas, 6 candidats la même journée, au bout d'un moment, il sature, hein. Ok, donc insister sur cette différence, très bien. Ok, les touches perso, très bien. Donc là, c'est attester, fonction de l'environnement. En tout cas, ça aidera à sortir du lot. Ok.
Le silence, ben merci. Bon, ça fait des choses très, très différentes des uns des autres. Donc ça, c'est chouette. Je vous propose de prendre encore quelques questions de votre part dessus auxquelles j'aurais pas répondu. Donc, je serais bien tenté d'ouvrir les micros, mais ça peut être compliqué. Donc peut-être poser la question en utilisant le chat. Alors, comment répondre à une question qu'on considère trop intrusive? Est-ce que vous en avez une en tête, Laureline? Ça m'aiderait. Que vous voulez bien partager avec nous, hein? D'accord, la période sans activité. Ok. Bah, je pense qu'il faut pas trop s'éloigner de la vraie histoire, hein. La période sans activité, elle peut avoir plein de raisons. Elle peut être, à un moment donné, voilà, j'ai dû faire ou j'ai fait d'autres choix. Celui par exemple, je suis devenu aidante, parce que voilà, ou euh, j'ai suivi mon conjoint ou ma conjointe, ou j'ai décidé de consacrer du temps à mes enfants ou à quelque chose comme ça. Dessus, donc ça peut être important. J'ai eu besoin de faire vraiment une pause après une première partie de carrière où j'ai travaillé très longuement dessus. J'avais besoin de prendre du recul, de reconstruire de l'énergie. Alors, dire que vous avez fait un burn-out en tant que tel, je le ferai pas comme ça, parce que on risque de vous cataloguer dessus ou d'avoir peur. Alors qu'en fait, un burn-out, vous l'avez surmonté. Je ferai une réponse courte dessus et je me projetterai vraiment sur revenir toujours à aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que je cherche et montrer que vous êtes organisé dans votre recherche. Voilà. J'ai mené une grande démarche réseau, j'ai rencontré beaucoup de personnes de votre secteur et c'est pour ça aujourd'hui que c'est vraiment, je suis capable de vous dire que c'est le secteur dans lequel j'ai envie de m'investir. Vous n'avez pas perdu vos compétences du jour au lendemain, hein. Alors, si on aborde la question du handicap, alors là, je pense que je vais plutôt faire appel aux DRH parmi nous, s'il y en a, parce que c'est pas quelque chose où je sais vous répondre, Yves, humblement. Ok, j'ai vu une question sur le N+2. Euh, le N+2, faut comprendre quel est son rôle. Est-ce qu'il est décisionnaire? Ou est-ce qu'il est potentiellement juste à mettre un veto si c'est la catastrophe, l'entretien? Là, ce que je vous conseille, c'est de soit prendre votre complice, qui est le chasseur de tête, ou la personne qui lead finalement le process de recrutement, et poser la question de je suis vraiment ravi de rencontrer Madame X, qu'elle a une plus 2. Est-ce que vous pouvez m'indiquer en fait euh, est-ce que vous aurez des conseils sur comment préparer cet entretien? Quels sont les enjeux? Quel format, etc. Dans quelle optique, en fait, se passe cet entretien, etc. Ça va être important. Il y a de grandes chances que la personne, elle ait plus envie de vérifier si vous êtes, j'ai presque envie de dire sympathique. Si si vous allez contribuer, elle va s'attacher en fait au jugement de l'ensemble de l'équipe précédente et notamment du N+1 sur le fait que ce soit vous le bon candidat. Donc, quand vous rencontrez l'N+2, il y a des chances que vous soyez seul déjà, potentiellement qu'un deuxième candidat, et la manière de savoir, ça va être de poser la question. Et là, ce sera beaucoup la rencontre, donc s'intéresser à la personne, ça va être vraiment important. Euh, S'intéresser peut-être à sa feuille de route et potentiellement il va pouvoir voir si vous avez une ambition sur du long terme, mais je pense que ça vient plus tard. Alors, comment traiter l'agisme de façon performante? Vous avez quel âge, Guillaume? Si je peux me permettre de vous poser la question. D'accord? Bon, bah, vous êtes jeune à 55 ans, hein. On va être deux. Enfin voilà, moi j'accompagne des personnes qui ont plus que votre âge dessus. Donc dire qu'il y a pas de discrimination, ce serait mentir. Il y en a, heureusement de moins en moins, mais il y en a. Je pense que ce qui est important déjà, c'est de clarifier peut-être dans l'entretien.
que vous voyez travailler encore X années. Plus vous allez approcher, vous êtes encore jeune, mais si vous aviez quelques années de plus, plus le doute va être permis de est-ce que la personne, elle a vraiment envie de retrouver un travail à plein temps, ou est-ce qu'elle souhaite euh, quelque chose plus à temps partiel pour faire des trimestres ou plus d'émissions, etc. Donc je pense d'être dans votre pitch, être capable de mentionner quelle est votre vraie intention dessus, ça va être important. Toutes les questions qu'on a vues pour montrer votre activité va être important s'il y a eu une période de, de chômage ou de transition assez importante. Et on- donc ça peut être deux bonnes pistes dessus. Je pense que au-delà de votre âge, de toute façon, l'âge il va être connu, hein. Il suffit de voir quand vous avez été diplômé. Parfois, vous avez un physique qui peut montrer que vous avez un certain âge, hein. Je pense, voilà, donc ça peut être ça. Je crois sincèrement qu'il faut ramener très vite le débat. Un, si la personne vous reçoit, c'est qu'elle pense qu'elle peut dépasser votre âge. Ça, c'est un premier élément. Euh, et s'il y a des questions sur le sujet, être capable de montrer justement que vous avez envie de travailler encore longtemps, que vous amenez des compétences, que vous amenez des énergies, de l'énergie, je pense, tout simplement. Très bien. Merci Elisabeth pour votre suggestion. Alors, comment traiter sa jeunesse, Yves? La jeunesse. Je pense que ça va être important. Donc, quand on est jeune, on n'a pas 25 ans d'expérience par définition. Par contre, on peut s'être impliqué dans son université, à Néoma, par exemple, dans une association. Euh, on peut avoir fait du bénévolat, etc. Je pense que la même chose, le récit d'inventaire de fierté, il est à construire et il va être sur la manière dont vous avez mené des projets, quels qu'ils soient, de montrer des compétences de gestion de projet, de débrouillardise, etc., etc. Et finalement, la personne, c'est ces compétences-là qu'elle va acheter. Aussi, être jeune n'empêche pas de faire une démarche réseau pour justement, avec une certaine humilité mais curiosité, se renseigner sur le secteur. Donc, on est quand même beaucoup sur les choses qu'on a évoquées, hein. Alors, je vais prendre deux dernières questions. Laureline, comment aborder une expérience professionnelle quand la période d'essai n'a pas été validée par l'employeur? Euh, Ça, c'est une bonne question. C'est difficile de vous répondre comme ça du tac au tac. Ça va dépendre de l'histoire. Est-ce que c'est la première fois que ça vous arrive? Est-ce que l'expérience d'avant était longue ou courte? Donc, il y a pas mal de ça dépend. Ce qui vous formule pas une réponse, Laureline. Euh, vous avez la possibilité, vous avez la possibilité de transformer cette expérience-là en une mission. C'est un premier élément. Deuxième élément, c'est de dire quoi ça. euh, la période d'essai n'a pas été transformée, donc tout dépend de l'histoire. Est-ce que c'est vraiment un énorme regret pour vous, ou est-ce que finalement c'était une bonne chose? Euh, je pense qu'une histoire simple sur la période d'essai n'a pas été concluante, et je pense que finalement c'était une bonne chose pour moi parce qu'il y avait telle ou telle manière de dans l'environnement, etc. Il y avait quelque chose qui correspondait pas en fait au projet que vous avez poli, affiné depuis. Donc ça peut être une manière de le faire. Ce qui va être important, ça va être la cohérence de l'histoire par rapport à vos prises de référence. Si vous racontez une histoire et vous franchissez toutes les étapes et qu'au moment de la prise de référence, la personne qui est interrogée sur qu'est-ce que vous pensez de Laureline dit une histoire différente, là vous n'êtes pas bien. Très bien. Alors dernière question, c'est difficile, il faut que je choisisse, hein. Euh, alors, pour gagner du temps, je place toujours subitement l'entretien et l'information. Très bien. Cyril, je pense que je pense que c'est une très bonne idée que vous faites, hein. Euh, si vous craignez quelconque discrimination, ou qu'au contraire vous les assurez qu'il n'y a pas de discrimination dessus, je pense que c'est une bonne manière de tester l'environnement. Et si ça pose problème à vos interlocuteurs, bah, je pense que vous êtes clair, c'est une entreprise dans laquelle vous ne voulez pas aller, hein. Donc après, on peut débattre de la forme, mais ça me paraît être une bonne chose à faire. Voilà, on est un peu pris par le temps. Donc, si vous souhaitez continuer la discussion, n'hésitez pas à me contacter.